Notre prochaine présentation, ça va être les présentateurs de l'Axe 4. Alors, les prochaines conférences vont graviter autour du thème de l'occupation responsable du territoire et va être donné par Pascal Thériault, qui est agronome et économiste, directeur du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles du campus McDonald de l'Université McGill. Vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec, il siège auprès de nombreuses organisations. Et avant de se joindre à l'Université McGill, il a œuvré en restauration comme consultant en agroalimentaire ainsi qu'auprès de groupes de producteurs agricoles. Ses champs d'expertise incluent la gestion d'entreprises agricoles, le marketing agroalimentaire, l'analyse de politique et la gestion de ressources humaines. Alors, il va également être accompagné par M. Mathieu Devarine, qui est agronome et producteur et qui fait partie des pionniers en agriculture biologique et qui gère l'entreprise Les Fermes Lompré 2009 Limitée. Alors, à vous la parole, M. Thériault et Devarine. Bien, bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre du congrès de fondation et d'orientation du Réseau québécois de recherche en agriculture durable. Mon cours exposé aujourd'hui est pour parler de constats, mais aussi d'impact socio-économique de l'agriculture durable et de l'agriculture en général. Bien, un des constats qu'on peut tirer, qu'on a probablement tous vu, est un éloignement entre les urbains et les ruraux. C'est un constat qu'on peut faire en tant que société agricole. Puis cet éloignement-là a, entre autres, causé une facilitation des dogmes sur la science, en partie causée par la facilité et la rapidité des sources d'information. Puis ça a créé une grande incompréhension entre les consommateurs, les mangeurs et le secteur agroalimentaire. Un deuxième constat concerne la concentration de l'agriculture au nom de l'efficacité. Évidemment qu'il y a une concentration par la spécialisation à travers le temps, mais aussi une concentration géographique. Bon, dans le premier cas de la spécialisation la concentration par spécialisation est devenue nécessaire dans le temps parce qu'il y a eu une réduction des marges à la ferme et donc une réduction de la profitabilité des entreprises. Puis bon, la seule façon de maintenir un certain niveau de vie, un certain niveau de rentabilité a passé par l'augmentation des volumes. Pour la concentration géographique, ben, ça s'est fait entre autres par avantages comparatifs liés au climat, liés à l'accès de la main-d'œuvre bon marché. Puis on a vu, ben, surtout récemment, que ça avait des avantages quand le transport n'était pas un problème. Mais on a vu aussi les impacts d'une défaillance de la logistique puis de la chaîne d'approvisionnement. On le vit actuellement. Un autre constat qu'on a pu remarquer, c'est le concept de mondialisation, qui est un peu la suite de ce que je discutais. Ça a eu ses avantages pour nourrir la planète. Chaque pays pouvait produire ce qu'il produisait de mieux de façon efficace et faire des échanges commerciaux par la suite. Si on prend le denrée alimentaire comme simplement un bien de consommation, ce qui n'est pas la réalité malheureusement. Mais les changements climatiques ont apporté beaucoup d'incertitudes. Quand on a décidé d'avoir des bas prix puis d'avoir une diversité alimentaire, on s'est tourné vers le plus bas soumissionnaire, puis on s'est mis à importer des aliments d'autres pays. Mais malheureusement, ce qui se passe dans les autres pays, ou quand il se passe une crise dans des pays d'où on importe, bien, on est pris avec les conséquences. Parce qu'on a décidé, entre autres, de compter sur ces régions-là pour devenir notre garde-manger. On a vu les récents événements climatiques et les feux de forêt en Californie et les impacts que ça peut avoir sur notre alimentation ici. Donc, je crois que c'est important que nous travaillions pour développer une résilience de nos systèmes alimentaires. Puis aussi, on ne s'en cachera pas, si le coût de l'énergie augmente, si le coût du transport augmente, si les salaires augmentent, ben c'est normal que le coût de l'aliment augmente lui aussi. Donc, plus la chaîne est longue et plus il va avoir un impact sur le consommateur. On doit s'adapter, ou du moins continuer à le faire parce que notre environnement est en changement constant. Puis la résilience des producteurs face à la situation tant environnementale qu'économique et financière de leur entreprise va être un élément clé. Il y a beaucoup de négatifs qui viennent avec les changements climatiques, mais on peut aussi se demander, est-ce que les opportunités qu'on peut en tirer? Bien, du côté des menaces, c'est certain que toute l'instabilité climatique
est un problème. Du côté des opportunités, on peut se demander, est-ce que le Québec, avec son accès à ses ressources, peut prendre un leadership pour nourrir non seulement les Québécois, mais aussi une partie de la planète? Notre capacité à être compétitif, à être innovant, elle existe. Donc, je pense qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour renforcer notre système agroalimentaire. Les aliments puis les denrées agricoles produites au Canada sont déjà perçus à l'échelle mondiale comme fiables, sains, avec des standards de qualité élevés. Puis on sait qu'au Québec, nous sommes dotés de normes parmi les plus strictes en Amérique du Nord. Donc, je crois qu'il y a une opportunité à saisir et à mieux faire connaître ce que nous faisons. Il y a un manque de main-d'œuvre. C'est vrai pour le secteur agroalimentaire, mais ce n'est pas spécifique au secteur agroalimentaire, ce qui peut causer des problèmes. La tarte d'employabilité est somme toute limitée. Donc, quelqu'un qui choisit d'aller dans un autre secteur que le secteur agroalimentaire est une ressource humaine que nous perdons. Il y a une grande différence avec le secteur agroalimentaire, c'est que nous sommes dans la production et la transformation du vivant. Donc, une notion de périssabilité qui n'existe pas nécessairement dans d'autres secteurs de transformation. Puis, on a pu le voir pendant de nombreuses années, il y a un manque de valorisation des métiers de l'agroalimentaire. Ça, c'est un peu de notre faute. Nous sommes longtemps demeurés tournés vers nous-mêmes. Les producteurs et les professionnels qui les accompagnent savaient ce qu'ils faisaient, se parlaient à eux-mêmes pour produire des aliments sains. Et les professionnels, dans le temps, ont travaillé avec les producteurs pour leur faire comprendre qu'au-delà de la denrée agricole qu'ils produisaient surtout un aliment. Puis je pense que les producteurs ont très, très bien embarqué dans ce concept. Les professionnels sont demeurés, somme toute, assez tournés vers le service et le travail directement avec le producteur et non pas autant vers l'aliment, vers le consommateur, vers le mangeur. Puis bon, ce manque de valorisation des métiers agroalimentaires, tant au niveau de la production, de la transformation que de l'accompagnement, a fait que dans certains secteurs plus spécifiquement, on a dû se tourner vers une dépendance vers les travailleurs étrangers temporaires. Si c'est un modèle que nous voulons garder pour le futur, c'est peut-être un modèle qu'on doit regarder adéquatement. Parce que si la main-d'œuvre n'est pas présente, la seule autre option qu'on a, c'est l'automatisation. Parce que autour de tout ça, la demande accrue des consommateurs, elle est là. En partie causée par la déconnexion, en partie causée par toutes les informations auxquelles ils ont accès. Sans main-d'œuvre, le développement de la filière va devoir se faire par l'automatisation. Puis, dans plusieurs cas, les sommes qui sont nécessaires pour y parvenir vont au-delà de la capacité financière des entreprises. Donc, produire ici, oui. Produire mieux, oui. Mais si les coûts d'automatisation deviennent un facteur limitant, on va avoir un problème plus tard. Si on parle de remplacer un employé par un investissement en machinerie de 100 000, 200 000 $ par emploi, puis qu'on ne peut pas se l'offrir comme secteur, c'est toute la filière qui va en souffrir. Les marges subséquentes à la production, donc tout ce qui est transformation, distribution, vont quitter notre économie, puis c'est nous qui allons en être perdants. Pour ce qui est de la notion d'agriculture durable, je n'aurai pas la prétention de vous réinventer une nouvelle définition. L'Ordre des agronomes en a mis une en place quand même assez récemment avec un comité d'experts externes qui s'est penché sur une définition, puis c'est une définition auquel j'adhère quand même très facilement. L'Ordre des agronomes définit l'agriculture durable comme une agriculture innovante qui pourvoit aux générations actuelles et futures des produits et services de qualité. Elle s'accomplit dans le respect des écosystèmes, assure le bien-être de tous et de tous ses acteurs et est en harmonie avec la société tout en favorisant sa vitalité économique. Mais ce que ça veut dire un peu, par innovante, c'est qu'elle sait s'adapter pour produire des produits et rendre des services. Mais quand on rentre dans la notion du respect des écosystèmes, ce sont vraiment les milieux d'interaction entre les organismes vivants et l'environnement non vivant, comme le sol, l'eau, dans lesquels ils évoluent. Puis il y a une notion de bien-être. Quand on parle de société, d'aspect social, oui, il y a le bien-être physique et mental des exploitants agricoles, des travailleurs du secteur,
mais aussi des consommateurs. Mais c'est aussi le bien-être animal, qui est une attente sociétale, et des organismes vivants qui occupent le territoire agricole. Et est en harmonie avec la société, ben, nous sommes une composante de la société. On doit pratiquer l'agriculture en accord avec celle-ci. La population doit comprendre l'apport économique et environnemental des entreprises agricoles au maintien de la vitalité économique des régions. La notion de durabilité économique, c'est souvent l'enfant pauvre ou le grand oublié de l'agriculture durable, mais sans pérennité financière des entreprises, l'atteinte des deux autres objectifs dans le long terme devient très incertain. Nous avons la capacité de se développer, des avantages comparatifs et de les exploiter pour augmenter notre production agricole agroalimentaire. Puis je pense qu'une partie du défi n'est pas autant au niveau des connaissances, mais de notre capacité à transférer ces connaissances sur le terrain de façon à ce qu'elles soient appliquées. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on se base sur des métriques, puis qu'on ne se remet pas nécessairement toujours en question sur la façon dont nous traitons cette information-là et nous la transférons vers les producteurs pour que ces connaissances-là soient appliquées sur le terrain. Donc, je crois que dans les choses auxquelles il faut s'arrêter pour réfléchir, c'est vraiment toutes ces données qu'on collecte, est-ce qu'on peut les appliquer? Est-ce qu'on peut surtout faire embarquer nos producteurs pour qu'ils mettent en place les résultats de la recherche? Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Thériault. Je pense que c'est M. Devarine maintenant qui va nous donner son exposé. Oui, juste faire sûr que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parfait. Je vais partager mon écran pour ma petite présentation. J'espère que je n'ai pas abîmé votre nom. Corrigez-moi si reprenez-moi si nécessaire. C'est De Wavrin, mais c'est pas plus grave que ça. Okay, pardon, mes excuses. Aucun problème. Et voilà. Je tiens à vous remercier quand même pour cette petite opportunité-là moi, j'aime bien prendre le temps de participer quand vient le temps de faire le lien entre le champ puis la deuxième ligne. Là. Donc, je trouve que c'est quelque chose de relativement important. Donc, on m'a demandé de présenter un peu la ferme, nos pratiques. Je pense que notre modèle d'affaires a quand même une certaine résilience par rapport à d'autres entreprises agricoles. Puis, dans le fond, mon but, c'est de un peu démontrer comment on a fait pour bâtir cette résilience-là au fil des années. Les Fermes Lompré 2009, c'est l'entreprise que je gère avec mon frère et ma cousine là, depuis 2020, mais précédent à cela, il y a eu quand même un processus de transfert de ferme là, en co-gestion pendant presque 5 ans. On cultive 600 hectares de maïs, soya, blé de printemps en majorité. Là, le reste, c'est les cultures que vous voyez à l'écran. On a aussi une usine de transformation sur place, donc on a un moulin à farine sur cylindre d'acier, rendu à environ 1000 tonnes de farine annuellement. On cultive surtout des argiles lourdes, des loams argileux, puis un peu de loam sableux. Je vais passer quand même vite là-dessus parce qu'on est quand même limité dans le temps. Là. La ferme a été fondée en 1977. On avait un modèle un peu plus conventionnel avec une rotation maïs sur maïs. Du labour intensif, le travail de sol très, 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 très intense. En 86, on a introduit le soya dans la rotation. Puis en 91, on s'est rendu compte qu'on avait des mauvaises conditions de sol, là, beaucoup de compaction, des baisses de rendement. On avait une stratégie de gestion basée pas mal plus sur les intrants, là, pas mal plus réactif que proactif, je dirais. Là. Donc en 91, mon oncle Thomas a été introduit sur la ferme, puis il a introduit de façon progressive le semi-tourbillon permanent. Qui nous a permis de réduire un peu ces problèmes-là. En 95, mon père s'est joint à l'entreprise, puis il a intégré aussi la transformation à la ferme, donc avec la culture du tournesol. Puis de ça est née la transition vers l'agriculture biologique en 1997, donc il y a maintenant 25 ans. Puis tout le modèle d'affaires s'est un peu développé à cette époque-là, où la recherche et développement à la ferme, la conception de machinerie, tout ça est venu un peu plus tard, là. Puis l'aspect coopératif aussi est venu, je dirais, aux alentours de 2005 à 2008, là, avec la Coop AgroBio du Québec. Donc, on
La ferme, on est membre fondateur là, de la coop AgroBio qui a pour but de faire de la mise en marché collective puis vraiment de rassembler les producteurs de grandes cultures bio autour d'un même objectif. Puis en 2012, là, est venue l'idée d'augmenter un peu la transformation à la ferme, là, puis de miser un peu plus sur les circuits courts, puis la vente directe aux consommateurs. Puis de ça est né plusieurs implications au niveau de la conservation des sols, de la production de semences à la ferme, et le transfert de ferme finalement en mars 2020. Donc, quelques-uns de nos objectifs, nos valeurs, notre mission, je dirais, l'objectif principal, c'est l'autonomie, autant en termes d'intrants que d'entretien, conception d'équipement, aussi au niveau de la commercialisation, puis des infrastructures. Donc, ici, on peut voir quelques machines là, qu'on a conçues ou modifiées là, au fil des années. Il y a aussi la conservation des sols, donc l'élimination complète du labour sur la ferme au profit de la culture sur billon. Les engrais verts et les cultures de couverture, bien évidemment, l'utilisation limitée des engrais de ferme, puis la gestion de la compaction. Puis finalement, la biodiversité. La certification bio, le cahier de charge nous exige des aménagements là, qui favorisent la biodiversité. Puis on va au-delà de ces exigences-là par rapport au haies brise-vent, aux bandes alternées, puis à la préservation et l'enrichissement de l'écosystème. Ça, c'est notre plan de culture, on peut passer vite là-dessus. Au niveau de l'aspect technique, c'est ça, en 91, on a abandonné le labo complètement. Et tous les travaux de sol profonds, là, je dirais. Là. Puis, on a commencé l'arrosage en bande, là, donc la réduction des pesticides. En 97, l'abandon complet des pesticides et des engrais de synthèse, puis l'ajout des céréales à la rotation. Puis, l'utilisation systématique des cultures de couverture est venue un petit peu plus tard avec la culture du maïs grain en régie biologique. En 2007, on a commencé l'agriculture de précision. Donc, on avait déjà le guidage GPS RTK à cette époque-là, là, qui nous a vraiment, qui a un peu révolutionné l'efficacité du désherbage mécanique en agriculture bio. Puis, la culture du maïs grain sans engrais de ferme, je pourrais en parler un petit peu plus. Là. Puis le reste, j'en ai déjà un peu parlé. Un des outils qui nous a vraiment permis d'améliorer les conditions de sol sur la ferme, c'est la culture sur billon. Donc, ça consiste à construire un billon lors du désherbage mécanique du maïs, puis à utiliser ce billon-là lors du semis l'année subséquente. Donc, on élimine tous les travaux de sol à l'automne ainsi qu'au printemps. Puis on fait le semis et le travail de sol en une seule et même opération en limitant au maximum la perturbation du sol. Ça cause des économies de temps et d'argent aussi de notre côté. Là. Donc, en coût d'opération, on est capable d'aller chercher à peu près 100-150 $ l'hectare par rapport à une régie de travail de sol un peu plus conventionnelle. On a la production de maïs grain sans fumier. Donc, depuis 2007-2008, là, on produit notre maïs grain avec comme seule fertilisation les engrais verts. On avait déjà des sols assez riches en phosphore, puis on n'est pas sans savoir qu'il y a un problème de pollution de phosphore en Montérégie. Puis en essayant de combler nos besoins en azote de la culture avec du fumier, ça nous forcerait à surfertiliser en phosphore. Donc, on a adopté la stratégie de nourrir le sol pour nourrir la plante. Là. Plusieurs avantages au niveau de l'autonomie, de la durabilité à long terme. Puis, il y a eu de la validation scientifique par rapport à cette technique-là. Le désavantage, c'est environ 300-400 kg de rendement en moins, ce qui est considérablement négligeable, là, considérant les coûts de fumier de volaille, de transport, d'épandage et tout ça. Donc, c'est pas mal ça. J'entendais Geneviève Labrie parler tout à l'heure. Là. Geneviève qui a contribué à la validation scientifique de cette technique-là, là, des bandes alternées. Donc, c'est d'avoir la rotation complète là, dans un seul et même champ pour avoir un effet positif sur les populations d'insectes prédateurs en augmentant la biodiversité au champ. Puis à ça, on intègre des haies brise-vent pour amener des oiseaux, des prédateurs au centre du champ. Ça a permis de réduire beaucoup le puceron du soya chez nous. Ça, c'est les projets qu'on a en cours. Un réseau d'essais participatifs de semences en régie bio avec la coop AgroBio, l'enrichissement des zones non productives dont je parlais tantôt, des études à long terme sur la santé des sols avec le laboratoire d'agroécologie.
de l'Université Laval. On pense à intégrer la robotique. On a plusieurs projets en cours pour ça. La transition énergétique aussi, vers la biomasse, entre autres pour le séchage des grains. Puis la diversification de la rotation. Là, on a un projet de production de lentilles aussi. Donc, c'est pas mal ça. Les opportunités présentement, l'appétit social pour l'autonomie alimentaire, la transparence, les circuits courts, la réduction d'intrants, ça, c'est quelque chose qu'on voit comme une très grande opportunité. Les structures de mise en marché collective aussi. La diversification et la stabilisation de nos revenus par la transformation à la ferme, entre autres. Le mouvement d'agriculture régénérative, donc on fait des démarches en fait pour être certifié agriculture bio-régénérative à l'heure actuelle. Puis le marché du carbone là, pour les fermes qui ont un bilan positif comme le nôtre, puis qui ont une certaine avance là, au niveau de la transition énergétique. C'est aussi une opportunité pour nous. En conclusion, notre philosophie, c'est que la terre nous est prêtée, que notre travail, c'est de viser l'efficacité tout en améliorant sa condition au fil du temps. La meilleure façon de réduire les coûts d'intrants, c'est d'investir dans la biodiversité. La meilleure façon de réduire l'utilisation d'azote minéral, pour nous, ça a été de concevoir un système de rotation qui permet l'ajout de carbone puis d'azote organique de façon régulière. C'est un processus qui a été assez long, mais qui a été payant sur le long terme pour nous. Donc, des augmentations de la matière organique qui ont été quand même significatives chez nous. On a investi dans nos équipements, dans les technologies d'agriculture de précision, dans la manutention des grains. Mais souvent, l'actif le plus payant, c'est celui qui est négligé, donc les sols. L'accompagnement puis la validation scientifique, c'est quand même essentiel chez nous. Il y a plusieurs des noms que je vois dans la liste ici là, qu'on reconnaît, avec qui on travaille régulièrement. Puis, dernière conclusion, c'est quand on veut, on peut. Actuellement, on a un contexte qui est propice au changement. Là. Le marché des grains est quand même relativement, autant conventionnel qu'en biologique, est relativement favorable. On a une rentabilité sur les fermes qu'on n'a pas vue depuis longtemps. On a des subventions disponibles. Donc, je pense qu'il y a de la pression à mettre pour que les choses changent un petit peu plus vite pour améliorer la condition des sols au Québec. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton excellente présentation, et également à Pascal pour celle qu'elle nous a donnée. J'inviterai Mme Marie-Ève Gaboury-Bonhomme à gérer la période de questions, là, celle qu'on recevrait. On a quelques minutes là, pour répondre à peut-être une ou deux questions. Là. Madame Bonhomme. Oui, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a des beaux commentaires. En fait, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Commentaire sur avant de produire plus, il faut s'assurer de réduire le gaspillage de nos produits. Un commentaire dans le chat. On a aussi insisté sur la santé, le concept de santé globale, que la santé des animaux, des humains et de l'environnement, c'est interconnecté, ce que mettait en évidence M. Thériault. Sur la conférence de M. Deswarouin, je m'excuse pour la prononciation. On avait simplement des commentaires positifs, des remerciements. Moi, je vais me permettre d'en poser une, étant donné qu'il n'y avait pas de questions. Peut-être pour le deuxième conférencier, on voit, c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment dans une entreprise agricole d'innovation. Vous êtes en avant de la parade, comme on dit. Vous adoptez, vous dépassez les règles minimales d'environnement. J'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce qui fait on a un axe qui parle des facteurs sociaux, politiques, publics, etc., qui encouragent les entreprises à accélérer la transition. Vous qui faites partie là, des innovateurs dans ce domaine-là, si vous aviez des messages à passer au niveau soit des services qui vous sont offerts ou des programmes gouvernementaux qui vous ont le plus aider, mettons, à accélérer votre transition? Est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur ce sujet-là? De notre côté, à nous, c'est sûr que les programmes gouvernementaux ont été bénéfiques, malgré qu'ils sont arrivés quand même assez tard dans le développement de nos techniques. Là. On va se dire que c'était souvent rétroactif là, par rapport à qu'est-ce qu'on implémentait sur la ferme. Moi, je vais vous dire, la certification bio, c'est vraiment ce qui nous a permis d'aller financer cette transition-là, un peu, si on veut, aller chercher le capital nécessaire à faire des changements majeurs sur l'entreprise.
Ça a été vraiment bénéfique, mais au niveau des techniques et tout ça, c'est vraiment l'encadrement qu'on a eu de la part des intervenants, autant en première qu'en deuxième ligne, qui ont été là pour valider surtout les idées qu'on avait puis les questionnements qu'on avait. Donc, ça, c'est certain qu'au fil des ans, ça a toujours été bien reçu et nécessaire, en fait. Ben merci. Fait qu'au nom des participants, là, vous avez beaucoup de commentaires positifs. Fait que je vous les transmets. Merci pour la présentation. Je vous remercie. Ben moi, je vais juste poser une petite question rapide qui me brûle. Là. Quand vous avez décidé de faire un changement, de passer au bio, qu'est-ce qui vous faisait le plus peur là-dedans? De ne pas être assez accompagné, les chutes de rendement, Je vais vous dire, moi, personnellement, lors de la transition bio, j'avais 4 ans, OK? Fait que je n'étais pas vraiment dans le processus décisionnel. C'est beau. Mais si je peux résumer un peu ce qui m'a été dit, là, je pense qu'il y avait énormément de conviction derrière ça, de désir d'autonomie qui contrecarrait beaucoup l'aspect plus peur puis appréhension, là. Ça a été, tu sais, c'est des essais, ça a l'air vite là, dit dans une présentation comme ça, mais au final, ça s'est passé sur 25 ans. Là. Donc, c'est petit à petit là, des essais qui ont été faits là, pour réduire de plus en plus l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse. Depuis 1991 là, qu'il y a du travail qui est fait là-dessus sur l'entreprise. Là. Donc, c'est vraiment petit à petit, puis d'essayer de gager aussi l'aspect économique là-dedans. Là. Ça prend du temps, c'est certain, là, mais c'est quelque chose qui est définitivement faisable. Donc, c'était la vision d'entreprise puis le désir de vraiment changement qui était profond. Exactement. Bon, en tout cas, félicitations pour vos efforts. Je vous remercie. Merci. Merci encore pour la présentation.